Je suis Jeffrey Edward Epstein et mon adresse de résidence est au 6000 Cent Red Hook Boulevard, dans les îles Vierges. Certains diront certainement que parler de Jeffrey Edward Epstein maintenant, en 2026, c'est un peu enfoncer une porte ouverte. Après tout, cela fait déjà des années que ces perversions ont été exposées publiquement. Ce type a été jugé en 2008, condamné comme un délinquant mineur ici au Brésil, tu vois. Il est resté quelques mois en prison. Après ça, la population s'est révoltée. Avec raison, alors il a de nouveau été arrêté. Il allait être poursuivi, mais il s'est suicidé en prison en 2019. On met fin à cette histoire, non? Loin de là. Et pour plusieurs raisons. Avez-vous déjà été condamné? Oui, Pour quel crime avez-vous été condamné? 2 chefs d'accusation, sollicitation de prostitution et incitation de mineurs à la prostitution. Nous avons fait le tour des informations, des théories sombres et choquantes qui lui sont liées. Et, écoute, on peut affirmer qu'après avoir découvert chaque détail du parcours d'Epstein, le monde devient vraiment un endroit plus dangereux et effrayant, d'accord? Et donc toutes les informations connues, théories, hypothèses, il y a tellement de choses bizarres sur lui qui circulent que tu regardes ça et ton cerveau dit automatiquement « fais attention ». C'est une théorie du complot tellement c'est absurde. On a du mal à croire à de telles atrocités. Je dis ça parce que les activités d'exploitation sexuelle d'adolescents, garçons et filles, ainsi que de femmes, qui l'organisaient et qui ont dépassé 250 plaintes, ne sont que la partie émergée de l'iceberg de ces crimes, d'accord? Évidemment, il n'agissait pas seul, donc beaucoup de têtes devraient tomber, mais cela n'est pas arrivé. Et même avec la récente mise à disposition du public d'environ 3 millions de documents, entre vidéos, photos, emails, messages, etc., etc., etc. Il ne semble pas que les coupables paieront, et la raison en est que les clients d'Epstein possèdent un pouvoir et une richesse infinie. Tu vois ce truc de film, la main invisible de la compagnie qu'on aperçoit. Tu ne sais pas qui c'est, tu en entends juste parler. Eh bien, tout ça est loin de notre justice, de la société, non? Vous trouvez ça bizarre, les gars? Et est-ce qu'on ne serait pas en train de délirer? Calmez-vous, ici vous allez tout apprendre et ça va empirer. Et la vidéo d'aujourd'hui, c'est comme ça, un aperçu général, avec beaucoup de contexte, comme vous aimez, dans les moindres détails, en assemblant chaque maillon de cette chaîne. C'est un peu comme ça. La vérité dans toute cette histoire, c'est un mélange de films, n'est-ce pas? Comme par exemple 8 mm avec Nicolas Cage ou Eyes Wide Shut, qui d'ailleurs a coûté la vie au réalisateur Stanley Kubrick. Alors, reste avec moi, reste jusqu'à la fin, et ensuite tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires. D'accord? Je suis Marcos Campos, soyez tous les bienvenus. Et regarde, je dois faire ici un rapide résumé de la biographie du personnage principal, d'accord? Pour que, alors, toutes les hypothèses les plus macabres aient pleinement du sens, comprenez cette biographie complète comme une construction, brique par brique. Les liens qui se referment, les raisons. Comment une personne peut-elle avoir un pouvoir aussi illimité, être apparemment tout en haut de la pyramide, en train de tout diriger, d'accord? Supposément. Voyons voir. La version officielle des événements mentionne que le mariage des parents de Jeffrey Epstein a eu lieu en 1952 et la naissance du bébé Epstein en 1953. Ses parents, Pauline et Seymour, étaient des juifs pauvres, vivant là-bas, aux États-Unis, dans la dure réalité de l'après-Seconde Guerre mondiale. Pauline s'occupait de la maison et des enfants, Jeffrey et Mark, et son mari, Seymour, était concierge et jardinier, employé par le département des parcs et loisirs de New York. Dans cette réalité-là, quel serait le destin probable des garçons Epstein? Eh bien, même avec les meilleures opportunités dans la vie et la chance qui leur sourit. Dans le cas de Jeffrey, apparemment, tout l'univers était aligné et conspirait en sa faveur, d'accord? Après avoir étudié dans des écoles publiques locales où il a eu un parcours tout à fait normal, avec de bons résultats en musique, il est arrivé à l'Institut des sciences mathématiques de l'Université de New York en 1971. Cela à 18 ans. 3 ans plus tard, en 1974, il a quitté l'université, cependant, sans obtenir son diplôme. Seulement 2 mois après avoir abandonné ses études, Epstein a commencé à travailler comme professeur de physique et de mathématiques pour des adolescents à la Dalton School à Manhattan. Un poste, disons, bien au-dessus de ses qualifications, n'est-ce pas? Et de son manque évident d'expérience. L'avenir suggérera plus tard qu'il a obtenu cet emploi-là grâce à son QI, ou plutôt grâce à la recommandation de quelqu'un ayant de l'influence au sein de l'établissement.
À la Dalton School, il est resté pendant 2 ans avec un comportement totalement inapproprié. Il socialisait avec ses élèves mineurs lors de petites fêtes arrosées d'alcool et flirtait aussi avec les adolescentes. Tu vois le genre? Dans cette école étudiaient des enfants de familles aisées, des personnes fortunées et prestigieuses. Il paraît que le professeur Epstein, malgré ses défauts de caractère et son manque de talent en mathématiques ou en physique, savait très bien se mettre en valeur, surtout lors des réunions parents-professeurs. Il s'est donc fait des amis là-bas, à l'intérieur de l'école. Tu vois? En résumé, il a noué des liens étroits avec Alan Greenberg, le directeur général de la société Barry Stearns. Cet homme-là, les gars, était le père d'un couple d'adolescents qui étudièrent là-bas, qui étaient élèves d'Epstein. Ainsi, lorsque, en 1976, il a été licencié de cet emploi, M. Greenberg a proposé au professeur un poste chez Bear Stearns, qui est décrite comme une société financière opérant à la bourse. Quoi qu'il en soit, une opportunité professionnelle enviable. Et regardez les gars, faisons une petite pause ici pour réfléchir, d'accord? Des choses qui semblent en arriver que dans des séries télé comme Blacklist, tu vois? Réfléchissez-y. Ou bien le gars est donné avec une chance incroyable, mais vraiment aligné avec un petit cratère parfait de la Lune, ou alors il y avait autre chose qui se passait là-bas. Ce n'est pas possible. Nous explorerons ces théories dans un instant, d'accord? La trajectoire de M. Epstein a été fulgurante, passant de banquier à banquier d'affaires en seulement 5 ans. Et oui les gars, il paraît qu'il a été embauché comme assistant d'un opérateur de salle des marchés. Mais rapidement, il a été transféré à la division des produits spéciaux, ce qui signifiait un accès aux comptes de méga clients, ceux qui étaient vraiment millionnaires. Loué alors pour sa capacité à évoluer dans ce milieu et à générer des profits pour Bear Stearns, il est devenu actionnaire et presque associé, jusqu'à ce qu'en 1981, il soit invité à partir pour avoir enfreint les règlements internes. Mais il est parti la tête haute malgré tout. À ce moment-là, Epstein a créé sa propre société financière et a continué à entretenir des relations personnelles amicales avec ses anciens patrons, ainsi que de nombreux partenariats avec eux pendant près de 30 ans, jusqu'à ce que son empire commence à s'effondrer, avec les récentes accusations de crimes sexuels. Ça me fait penser à cette histoire que les affaires sont les affaires, non? Le gars était là, il devait simplement suivre les directives de l'entreprise. Tu vas devoir partir, mais dehors on en parlera. Et tu vois, c'est pour ça que les gens l'appellent le financier américain, non? C'était, disons, un gros poisson, les gars, une baleine des investissements. Mais il semble aussi que, dans les années 80, les choses bizarres ont commencé à devenir plus évidentes. Disons, quand Epstein a fondé sa propre société de conseil financier, la Intercontinental Assets Group Inc., qui avait pour mission de récupérer pour ses clients de l'argent soi-disant volé, détourné de leur compte par des courtiers et des avocats frauduleux. Bon, je vais faire une remarque ici, d'accord? Vous savez, parfois on lit la phrase « ce n'a jamais été de la chance, ça a toujours été Dieu ». Alors, dans le cas d'Epstein, ce n'était certainement pas de la chance, mais ce n'était pas Dieu non plus, n'est-ce pas? À moins qu'il appelait Dieu autre chose, n'est-ce pas, qui était déjà en train de se manifester. Mais il y avait quelqu'un dans les coulisses qui lui donnait du pouvoir, d'accord? Mais vous savez de quel genre de coulisses je parle, n'est-ce pas? Comme dans cet épisode de la série Blacklist. Vous connaissez le faiseur de roi, le Kingmaker, voilà. Et vous savez pourquoi je dis ça? Parce que c'est sur le web, les gars, tout le monde peut voir, chercher et constater que Epstein lui-même a décrit son travail comme celui d'un chasseur de primes de haut niveau. À cette époque, il se vantait déjà de dire qu'il faisait du conseil pour des gouvernements et des personnes riches travaillant à la récupération de fonds détournés. Chasseur de reliques, fonds détournés. Parallèlement, il s'occupait aussi d'autres clients, d'accord, qui détournaient de l'argent, peut-être pour l'envoyer vers ces fameux paradis fiscaux, n'est-ce pas? Ou même pour faire du blanchiment d'argent. L'une de ses clientes satisfaites était l'Espagnole Ana Obregón, qui avait perdu des millions de dollars provenant des investissements de son père. Lors de la faillite d'une certaine institution financière, où étaient replacés ces investissements, il semble qu'à ce moment-là, les relations de Epstein soient passées de puissants hommes d'affaires et riches à de puissants hommes politiques. Par exemple, je peux dire qu'il a conseillé l'homme d'affaires saoudien Adnan Khashoggi, qui était un intermédiaire dans le transfert d'armes américaines d'Israël vers l'Iran. Les années 80, les gars ont été marqués par d'innombrables voyages internationaux et des contacts avec des seigneurs de guerre de tous les continents.
En plus du bouche à oreille, n'est-ce pas, de la part de ses clients satisfaits, disons qui faisaient de lui un professionnel recherché, Epstein semblait avoir une seconde carrière. Il déclarait à certains qu'il était un agent de renseignement de la CIA, au point qu'il possédait des armes restreintes, et au moins aussi un passeport officieux autrichien avec sa photo, un faux nom bien sûr, et une adresse en Arabie Saoudite. Que contenait de vrai l'histoire affirmant qu'il était agent secret ou espion? Eh bien, la rumeur qui circule est qu'en 2008, le procureur des États-Unis, précisément pour le sud de la Floride, Alexandre Acosta, a été informé qu'il devait laisser Epstein tranquille concernant les éventuelles accusations de relations sexuelles avec des mineurs. Parce qu'Epstein appartenait au service de renseignement et qu'il bénéficiait d'un niveau de salaire et d'immunité bien supérieur à celui du procureur lui-même. Et parmi ces nouveaux contacts se trouvait Steven Hoffenberg. Les deux hommes ont fait le tour du monde, les gars. Regardez bien, d'accord? Observez comment ces liens vont s'organiser. Ils ont parcouru le monde pour dénicher des opportunités rentables en finance. Leur spécialité, au début des années 90, était de trouver des entreprises en faillite et d'acheter les dettes de ces entreprises, favorisant ainsi le redressement de leur santé financière. Autrement dit, l'entreprise de Hoffenberg injectait beaucoup d'argent dans l'affaire, empêchait la faillite et attirait de nouveaux investisseurs pour maintenir la rentabilité de ces entreprises, soi-disant sauvées. Cependant, le temps a montré que leur véritable spécialité était la mise en place d'un système appelé Ponzi. Pour nous, ici, c'est connu sous le nom de pyramide. Autrement dit, une opération frauduleuse d'investissement qui implique la promesse de paiement de rendement généralement élevé aux investisseurs. Mais il y a un problème. Il n'y a pas d'argent ou de bénéfices générés par une quelconque entreprise. Ce sont les fonds des propres investisseurs, des nouveaux investisseurs, qui perdent les investisseurs plus anciens. Vous comprenez? C'est comme ça, un jour ça va mal finir, tout va s'effondrer, et certains vont tout perdre. En 1993, la Towers Financial Corporation, l'entreprise des escrocs Hoffenberg et Epstein, a pris fin lorsqu'on a découvert qu'en réalité, elle servait de façade à l'un des plus grands systèmes de Ponzi de l'histoire des États-Unis. Les pertes des investisseurs étaient d'environ 450 millions de dollars à l'époque. Aujourd'hui, cela approche le milliard actualisé. Epstein, tel un rat malin, a quitté le navire avant le naufrage et n'a pas eu à répondre pénalement de sa participation à cette escroquerie. Dans ce domaine financier, il a continué, de façon incroyable, à bien s'en sortir, par exemple, en devenant petit à petit le bras droit du milliardaire Leslie Wexner, président-directeur général de L. Brands et de la marque Victoria's Secret. La confiance était telle, pour vous donner une idée, qu'Epstein avait une procuration avec des pouvoirs illimités, sans aucune restriction. Autrement dit, il pouvait embaucher des gens, acheter, vendre, posséder, faire tout ce qu'il voulait, contracter des prêts, effectuer n'importe quelle activité légale de nature juridique au nom de Wexner. Est-ce que c'était normal? On pense que non. Surtout pas pour un simple consultant. Dans ce cas, Epstein n'était ni associé ni héritier. Vous voyez comment ça fonctionne. Mais avec Victoria's Secret, il a franchi un nouveau cap dans sa vie, d'accord? Et Victoria's Secret, pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme ça, en hommage à la reine Victoria. C'est l'une des marques les plus rentables au monde, non? Une entreprise de lingerie et de cosmétiques. Ayant gagné des milliards, elle lance des campagnes publicitaires avec les mannequins les plus chers du monde. Et lui, un homme ordinaire, issu d'une famille très modeste, avait à l'époque une quarantaine d'années, est devenu une personne influente et puissante dans tout cet univers de luxe, de luxure aussi, n'est-ce pas? De luxe, de beauté et d'ostentation. En 1996, Epstein a changé le nom de son entreprise en Financial Trust Company et a transféré son siège sur l'île de Saint-Thomas, dans les îles Vierges américaines. Là-bas, l'impôt sur le revenu correspond à peu près à 10% de ce qui est prélevé sur le continent américain. Un avantage fiscal énorme qui lui permettait de gagner de l'argent, comme ça, tu vois. Ouah, mec, à l'appel, et tout dans la légalité. Et à cette époque-là, une longue liste d'autres affaires à lui est apparue. D'accord? Investissement dans des magazines et des célébrités, un peu comme notre Caras de l'époque. Partenariat avec des cadres de la presse et du cinéma. Des informations plus récentes, de 2015 diffusées par le journal israélien Haaretz, indiquant que Epstein a investi dans une start-up appelée Report Homeland Security Carbine. Cette start-up était liée à l'industrie de la défense israélienne. Tu vois le truc. À ce sujet, les accusations actuelles sont que l'homme d'affaires est ou peut-être agent de la CIA
aurait vendu à Israël des secrets militaires pour le développement d'armes atomiques, les gars ou d'armes nucléaires. Ce sont des choses différentes, mais qui ont le même objectif, n'est-ce pas? Faire peur, ceux qui en ont peur, non? Peur de la destruction massive. Et si on prend un moment pour respirer un peu plus lentement maintenant, à cet instant, et qu'on analyse ce parcours, on va se rendre compte que Epstein est devenu millionnaire en même temps qu'il cultivait des amitiés avec de nombreux hommes puissants dans différents domaines de la société. Et son monde n'était plus limité par des frontières, d'accord? Par des frontières aussi. Pour n'importe quel homme bien intentionné, c'est déjà dangereux, non? Tout ce pouvoir sans limite. À cause de l'ego, la possibilité de dépasser les lois et tous les comportements éthiques, et malgré tout, rester impuni. Mais pour un homme mal intentionné, mes amis, cela équivaut à un accès total et illimité au souterrain de l'enfer, n'est-ce pas? Un endroit où il ne subsiste aucun frein moral. Alors, vient le moment de présenter l'autre face de Jeffrey Edward Epstein. Ce qui a explosé dans les médias, l'exploitation sexuelle de filles et de femmes, des adolescentes de 14 ans jusqu'aux femmes plus âgées. Certaines d'entre elles, des professionnelles talentueuses, cherchaient auprès d'Epstein un parrainage artistique ou un coup de pouce pour leur carrière grâce à son réseau de contacts dans le monde des célébrités. La question est donc qu'il a dépassé absolument tous les comportements pervers qui étaient connus et pratiqués, par exemple, à Hollywood. Dans ses somptueuses demeures, réparties dans plusieurs villes, New York, Palm Beach, Floride, Nouveau-Mexique. Également sur son île privée, il a mis en place un système digne de Sodome et Gomorrhe, mais qui fonctionnait comme une arme à double tranchant, dangereuse des deux côtés. En devenant propriétaire d'une fortune exorbitante, il a acheté, en plus des demeures et de cette fameuse île, des avions, des bateaux et tous les objets de luxe que l'on pouvait désirer. Epstein, pendant des années, en partenariat avec sa petite amie et associée Ghislaine Maxwell, a recruté des jeunes filles pour satisfaire les perversions de vieux, de riches et de gens influents. Selon les observations d'un documentaire récent sur l'affaire, il est assez logique d'imaginer que ces hommes pourris, ces amis dépravés d'Epstein, avaient leurs propres moyens d'obtenir des prostituées, de la drogue et tout ce qu'ils désiraient, n'est-ce pas? Epstein n'a pas inventé ce service. Il existait déjà depuis des décennies. Ce qui me fait réfléchir et rester dans mes pensées en me disant que comme il était un sacré malin, en fait, ça a du sens. Personne n'avait besoin de lui pour se livrer à ses perversions avec des jeunes filles et tout ça, quoi que ce soit. Mais comme il était très malin, tout à coup, il invitait les gars avec une bonne intention. Les gars arrivaient là-bas et c'était la débauche. Ce n'est pas qu'ils ignoraient, mais suis le raisonnement. Sauf qu'une fois qu'ils étaient là, ils étaient un peu collés à la boue du gars, tu vois. Je ne sais pas si c'était un cas prémédité de sa part, genre je suis déjà foutu ici, à un moment ça va me retomber dessus, alors je vais éclabousser tout le monde avec ma boue. Soudain, chacun a quelque chose à se reprocher, tu comprends. Il y a beaucoup de choses puissantes qui ne disparaissent pas, parce que tout le monde a quelque chose à se reprocher, c'est la vérité. Si c'était ça ou pas, je ne sais pas, ça m'a juste traversé l'esprit. Je voulais partager cela avec vous, dites-moi vos avis en commentaire. Pour continuer, comme dit, il n'a pas créé ce service, il existait déjà depuis longtemps. Hollywood, par exemple, est souvent cité comme un repère de prédateurs sexuels. On le sait, non? Alors, qu'est-ce qu'il offrait de plus, peut-être? L'absence de toute limite morale humaine lors des fêtes qu'il organisait chez lui? Il y a aussi ce détail, n'est-ce pas? Peut-être offrait-il ce que les autres ne trouvaient pas ailleurs. Bref, il y a aussi le détail qu'il y avait des caméras vidéo partout, absolument partout. Et donc, quand les invités d'Epstein s'amusaient entre quatre murs, sans le savoir, ils étaient filmés. Et je reviens à ma théorie. Tout cela, tu vois, je vais impliquer les gars, ils seront compromis avec moi, je ne tomberai pas seul. Eh bien, ces images permettaient aussi bien des actions de chantage, d'extorsion, comme je l'ai dit, pour ne pas être divulguées et détruire ces fameux magnats, n'est-ce pas? Littéralement pris la main dans le sac en flagrant délit. Cela servait aussi comme une police d'assurance pour Epstein, car si un jour il était accusé ou arrêté, il se servirait sûrement de ses preuves, n'est-ce pas? Mais comme cela a déjà été mentionné, dans les propriétés d'Epstein, sous la coordination de Ghislaine Maxwell, sa femme et compagne, ce qui était proposé ne se limitait pas à des relations sexuelles normales avec des hommes et des femmes engagés. On parle d'abus d'enfants et d'adolescents, dont beaucoup étaient drogués,
Mais on parle aussi de rituels de torture, de mort et de cannibalisme. Et c'est justement pour cela qu'on a mentionné ici au début de l'épisode, n'est-ce pas, les gars, le film 8 mm de 1999 avec Nicolas Cage. Pour ceux qui ne se souviennent pas de cette histoire, l'acteur joue le rôle d'un enquêteur engagé par la veuve d'un millionnaire. Après la mort de son mari, elle découvre parmi ses affaires une cassette vidéo de 8 mm, où l'homme abuse sexuellement, torture et tue une jeune femme. La grande question que cette épouse devait savoir était qui était vraiment son mari. Un salaud débauché qui la trompait avec des actrices et des prostituées, ou un psychopathe sadique capable d'engager une expérience de ce genre, impliquant de prendre du plaisir physique avec la souffrance et la mort violente d'une jeune fille. Nicolas Cage enquête alors sur le monde souterrain de la pornographie et des soi-disant snuff movies, où la violence, les mutilations et les morts réelles se produisent au lieu d'être simplement mises en scène. Et si aujourd'hui vous faites des recherches sur le sujet sur le web, vous trouverez l'information que les snuff movies sont une légende urbaine créée pour attirer le public à regarder certaines productions. Qui sait, n'est-ce pas? Il n'y a pas de fumée sans feu. Je me suis souvenu, d'ailleurs ici, dans tout ce contexte, les gars de Round 6, parce que, pensez-y, vous avez là un groupe de millionnaires excentriques qui prennent du plaisir à voir des gens s'entretuer, n'est-ce pas? Mourir, là, toutes sortes de couches psychologiques, et la douleur, la souffrance, même le sang. Les gars qui prennent du plaisir à ça, n'est-ce pas? De l'excitation, un truc de fou, n'est-ce pas, les gars? Eh bien, les dénonciations les plus récentes sur les paradis infernaux que Jeffrey Epstein a créés concernent justement ce sujet choquant, n'est-ce pas? Sur des événements de cette nature. Ses clients, qui étaient parmi les hommes et femmes les plus riches de la planète, se retrouvaient sous le toit d'Epstein pour vivre des expériences de cette nature extrême et troublante, où des bébés étaient supposément tués lors de sacrifices à d'anciens dieux païens, et leurs entrailles étaient servies comme nourriture aux invités. Ainsi entre maintenant en scène l'autre film mentionné, Eyes Wide Shut, de 1999, du réalisateur Stanley Kubrick, qui est supposément mort d'une crise cardiaque seulement 4 ou 5 jours après avoir terminé le film. C'est-à-dire tournage puis montage, un film prêt à être distribué. Voilà en résumé les gars, l'histoire tourne autour d'un jeune couple, d'accord ? Tom Cruise et Nicole Kidman qui participent à une étrange fête de Noël où ils sont invités par un patient millionnaire, le personnage principal. Par un hasard du destin, lors de la fête, ils se retrouvent face à des orgies sexuelles, des rituels sataniques, des overdoses, de la drogue et d'autres choses troublantes qui sont totalement en dehors de leur mode de vie. À partir du moment où ils en savent trop, ils sont contraints de participer à cette réalité parallèle pour ne pas être tués. Même s'il est basé sur un livre, ce scénario semble anticiper les choses qui ont été vues et décrites lors des fêtes d'Epstein. Comme si le réalisateur Stanley Kubrick avait peut-être fait une dénonciation déguisée. Après sa mort, le film a subi diverses modifications, avec la suppression de 23 minutes d'enregistrement. Ce qui a amené l'histoire à se concentrer davantage sur les conflits sexuels du couple et moins sur la gravité de ce qui se passe autour. Mec, c'est vraiment fou, non ? Est-ce que c'est une théorie du complot? Je ne sais pas. Comme je l'ai dit au début, n'est-ce pas? Tellement de choses s'enchaînent que tu te dis « Ah, ça peut être une théorie ». Tu connais ce truc si étrange qu'on se dit « Ce n'est pas possible ». Pense à ça. Les gars, on évoque aussi une fin alternative, plus légère, pour ce film, mais dans la version originale, imaginée par Stanley Kubrick. Le public comprendrait que les personnages ont été amenés à livrer leur propre petite fille aux maudits organisateurs des rituels. Par précaution, et aussi à cause de la mort prématurée et soi-disant mal expliquée du réalisateur, l'œuvre a pris un poids plus important, prophétique ou de dénonciation, même après la révélation des crimes d'Epstein. Et en parlant d'œuvres bizarres, nous ne pouvons absolument pas manquer de mentionner que les vies d'Epstein et de Ghislaine Maxwell peuvent être facilement reconnues dans l'œuvre Relations spatiales, n'est-ce pas? Un conte interplanétaire légèrement gothique de 1973, un roman prophétique de Donald Barr, qui, en résumé, présente également des personnages vivants, dans une société où l'ennui et le pouvoir absolu les ont menés à la folie. Et où il est également courant d'enlever des humains pour qu'ils deviennent des jouets sexuels illégaux pour les super riches de la galaxie. Bien sûr, cela pourrait n'être qu'une mauvaise histoire, mais il paraît que l'auteur, l'écrivain Donald Barr,
qui était aussi un homme du secteur financier, a été celui qui a présenté Jeffrey Epstein à la famille Maxwell. Si je ne l'ai pas encore mentionné, les gars, il est intéressant de savoir qui était le père de Ghislaine. Noël Marion Maxwell, d'accord? Sa femme là, compagne, associée et tout le reste. Eh bien, le vieux Jan Robert Maxwell a été baptisé sous un autre nom à sa naissance, en 1923, dans l'ancienne Tchécoslovaquie. En immigrant au Royaume-Uni, il est devenu un homme d'affaires puissant et riche dans le secteur de l'édition britannique et a été membre du Parlement. Également un escroc et un supposé espion pour l'État d'Israël. Dans ce contexte, il est logique que lui et sa fille, Ghislaine, aient des liens à la fois avec l'écrivain Donald Barr et plus tard avec Epstein. Le monde des riches est plus petit que le nôtre, les gars. Aussi incroyable que cela puisse paraître, lors des fêtes sauvages organisées dans la maison de Jeffrey, pratiquement tous les riches du monde y assistaient. Pense à un riche, lance une pièce, peu importe le résultat, il était là. Comme par exemple Leonardo DiCaprio, des musiciens célèbres, des hommes d'affaires aussi comme Bill Gates, des présidents des États-Unis, Donald Trump, Bill Clinton, aussi des hommes politiques comme John Kennedy. Je plaisante, hein, c'était juste pour vérifier votre attention, car la vidéo d'aujourd'hui est dense, non? À cette époque, bien sûr, Kennedy était déjà mort, mais plusieurs présidents et anciens présidents américains sont passés par la maison d'Epstein, d'accord? Parmi ceux que j'ai déjà cités, il y a aussi George Bush et une autre personnalité importante qui est également apparue là-bas. L'ex-prince Andrew Mountbatten Windsor, frère du roi Charles III. Ici, selon notre façon de voir les choses, les gars. Le couple Ghislaine et Epstein lançait en permanence ses filets ou ses appâts. Ils offrirent de la drogue, du sexe, du rock'n'roll, tout ce que vous pouvez imaginer qui existe dans le monde. Tomber dans leurs pièges qui voulaient, ceux qui étaient naïfs ou démoniaques aussi, et qui désiraient aller au-delà des perversions qu'ils pratiquaient déjà avec leurs propres fournisseurs, peut-être plus discrets et fiables. Nous pouvons mentionner cela parce que des centaines de personnes sont passées par ces maisons et ces fêtes. Ronaldo Phénomène lui-même, le joueur brésilien, y est allé, il a été photographié. Contre les faits, il n'y a pas d'argument. Bien sûr, cela donnait du prestige aux événements, n'est-ce pas? Les célébrités étaient représentes, beaucoup venus innocemment et ponctuellement, comme Ronaldo. Moi, je ne suis pas idiot, je vais rester prudent ici, n'est-ce pas? Il existe des millions de photos d'Epstein aux côtés de célébrités comme Michael Jackson et tant d'autres. Des personnes qui, par leur propre parcours personnel et professionnel, donnaient aussi de la crédibilité et de l'influence à Epstein. Tout à coup, ce type était un fou sans limite, qui voulait aussi ce genre de choses, en plus des perversions. Qui sait? Mais vous voulez voir la démonstration la plus extrême de cette pratique? Même le scientifique britannique Stephen Hawking s'est rendu sur l'île d'Epstein. Il paraît qu'un sous-marin a été construit, adapté, pour permettre l'accès du fauteuil roulant de Hawking. Ainsi, le scientifique a fait un tour en sous-marin autour de l'île privée d'Epstein, en sa compagnie et celle de Ghislaine. Et alors, les gars, Stephen Hawking était un physicien théoricien, docteur en cosmologie, écrivain et professeur britannique, reconnu pour sa contribution à la science et l'un des scientifiques les plus renommés des 20e et 21e siècles. Mais il était là, sur la photo, à côté de ce port d'Epstein. Et en parlant de science, des sources disent qu'Epstein a investi des millions dans la recherche génétique, d'accord? Et les théories vont de l'amélioration de la race humaine, l'eugénisme, jusqu'à la création d'hybrides et de super soldats. Et là, vous êtes libre de choisir les hypothèses. Mais les laboratoires d'embryologie étaient financés par lui. Et ça, c'était... D'accord? Il y a même le nom du médecin, le nom de la recherche, l'adresse... Tout est documenté. On dit même qu'il souhaitait perpétuer sa propre existence à travers des enfants génétiquement modifiés. Des choses comme ça qu'on voit soudain dans un film avec un scientifique psychopathe, sans éthique et riche. N'est-ce pas? Déversant du plaisir, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, tout cela et les détails des abus commis contre des filles et des femmes ont déjà été explorés depuis 2008. Les nouvelles questions liées à Jeffrey Epstein ont explosé le 30 janvier maintenant, en 2026 aussi. De nouvelles questions. Lorsque le département de la justice des États-Unis a frappé fort et a publié le plus grand lot de dossiers de l'histoire de l'affaire, il s'agit de 3 millions de pages, 2000 vidéos, 180 000 images. Cela a provoqué un chaos dans l'univers habité, car l'apparente précipitation à respecter la loi sur la transparence
a même entraîné des erreurs d'amateurs. Les avocats des victimes ont dénoncé que le gouvernement n'a pas réussi à dissimuler les noms de près de 100 survivants. Des photos intimes et des données sensibles sont restées publiques pendant des heures avant d'être supprimées. Mec, c'est vraiment trop bizarre. Le ministère de la Justice a admis l'erreur, mais le mal était déjà fait, n'est-ce pas? Bien sûr, la question se pose, était-ce de l'incompétence ou une tentative de décourager de futures dénonciations? Malheureusement, parmi les dossiers sont apparus des organigrammes du FBI, montrant comment Epstein recrutait des filles en leur payant des centaines de dollars pour qu'elles amènent d'autres amis. Un système pyramidal d'abus qui a duré des décennies. Il savait très bien comment ce genre de choses fonctionnait, n'est-ce pas? Après le nom du président Donald Trump, les personnalités les plus intéressantes pour le public sont Bill Gates et Elon Musk, tous deux plus riches que Bruce Wayne Batman ou Tony Stark, Iron Man, n'est-ce pas? Des super-héros avec des super-pouvoirs, en plus de la technologie financée par leur fortune. Eh bien, les gars, Bill Gates, les documents suggèrent qu'Epstein a tenté de faire chanter Gates en utilisant sa connaissance de supposées liaisons extra-conjugales du milliardaire avec une joueuse de bridge russe. Des notes de 2013 indiquent qu'Epstein se vantait d'aider Gates avec des médicaments et de faciliter des rencontres. Bien sûr, le public veut savoir si ce n'était que cela et quelle était la profondeur de leur lien, n'est-ce pas? Gates a déjà donné une interview à ce sujet. Il dit qu'il regrette d'avoir eu des réunions avec Epstein et tout ça. Que sa femme l'a aussi bien engueulé à cause de ça, non? Mais c'est comme je t'ai dit, mon ami, quand la merde éclabousse, l'odeur est difficile à faire partir. À propos d'Elon Musk, des anciens emails de 2012 et 2013 montrent Musk demandant à Epstein quand auraient lieu les fêtes les plus sauvages sur l'île. Bien que Musk affirme qu'il n'a jamais visité les îles, les emails montrent qu'Epstein lui proposait des hélicoptères pour lui et sa compagne de l'époque, Tallulah Riley. La réponse d'Epstein était « Il y aura toujours de la place pour toi ». Et il y a aussi un passé gênant qui semble retomber sur Bill et Hillary Clinton, qui continuent d'être interrogés par le comité de surveillance de la Chambre, mais refusent de témoigner sur leur lien avec Epstein. La situation est presque la même pour Donald Trump qui, bien qu'il ait promis la divulgation complète des documents, apparaît également dans les registres de vol de 93 à 96. Ces registres montrent l'actuel président comme passager dans le jet d'Epstein au moins 8 fois. La défense de Trump affirme que les accusations sont fausses ou des inventions envoyées au FBI il y a des années. Mais la pression publique pour que tous, sans exception, expliquent en leur présence dans ce cercle social continu. Même des noms brésiliens comme Lula et Bolsonaro apparaissent dans des mentions périphériques et des conversations de tiers, montrant que les tentacules d'Epstein cherchaient à exercer de l'influence dans tous les coins du globe. Il y a même une publication faite par BP qui parle de quelqu'un qui était en train de discuter avec Epstein. Il aurait dit à propos de l'attaque au couteau subie par Bolsonaro au Brésil « Mieux lui que moi », quelque chose comme ça. Autrement dit, les gars, mon Dieu, c'est une histoire sans fin. Beaucoup de personnes ont déjà perdu la vie dans cet enchevêtrement de perversion. Et c'est ça la pourriture, le pied en enfer de toute cette histoire. L'une des victimes, l'avocate Virginie Giuffre, est décédée le 24 avril 2025 en Australie. Elle vivait là-bas. Elle est passée de victime à militante contre les abus sexuels institutionnalisés par Epstein et Ghislaine Maxwell. Ce sont son courage et sa détermination qui ont inspiré de nombreuses autres victimes à se manifester, à exiger une enquête et la condamnation de Jeffrey Epstein. Un de ses partenaires et associé, le Français Jean-Luc Brunel, est également décédé. La mort est survenue dans des circonstances suspectes, à l'intérieur d'une prison, alors qu'il attendait son procès. Selon des témoignages, Epstein se rendait au Brésil et était en contact avec des personnes qui lui fournissaient des prostituées, y compris des mineurs. Ces connexions étaient établies par l'intermédiaire de Jean-Luc et de son agence de mannequins de façade, qui en réalité faisait partie d'un réseau visant à recruter des filles et des femmes, un réseau de trafic humain. Jean-Luc est mort pour effacer des preuves, on peut dire, ou alors lui et Jeffrey Epstein ont changé d'identité et vivent quelque part dans un endroit paradisiaque, profitant de l'argent qu'ils ont gagné. En même temps, ils lisent les articles et rient aux dépens des vies qu'ils ont détruites. Parce qu'il y a aussi ça, n'est-ce pas? Il est mort là-bas en 2009, il existe des photos comparant le nez, mais on revient à cette histoire, n'est-ce pas? Tout ça, c'est des théories du complot? Je ne sais pas, je ne sais pas. Vous y croyez? En racontant un truc pareil, vous allez y croire, non?
Il faut une photo, une vidéo alors. Pour les grands médias, Jeffrey Epstein est mort en 2019, pendu dans sa cellule, avec une corde faite de vêtements. Cette nuit-là, les gardiens se sont endormis et n'ont pas vérifié le détenu dans sa cellule toutes les demi-heures, comme cela aurait dû être fait. Ils ont oublié ce jour-là. Cette nuit-là, les caméras de sécurité n'étaient pas dirigées vers la porte de la cellule du détenu le plus célèbre de l'établissement. Cette nuit-là, il manque 2 minutes dans l'enregistrement des vidéos de sécurité. Le rapport d'autopsie a été corrigé par la suite. Nous connaissons tous les détails des procédures post-mortem, mais il ne serait certainement pas impossible de le faire sortir vivant, n'est-ce pas? Les gars, mais ça fait vraiment penser à ces films d'espionnage avec tout ce contrôle. Mec, c'est bizarre. Bien sûr, les gars, le système qu'il a construit a survécu, car beaucoup de gens puissants ont été impliqués dans le retrait des preuves de leur maison. Donc, la présentation publique de ces 3 millions de documents peut révéler beaucoup de choses ou simplement être un dernier écran de fumée pour nous aveugler. Et donc, les gars, on ne peut pas parler des détails, des subtilités, parce que ce serait irresponsable, n'est-ce pas? Après tout, c'est à la justice de faire cela, et la justice n'a pas les moyens de le faire, parce qu'elle est en dessous de ces démons vivants sur Terre. Là, on est vraiment foutu, mais c'est comme ça. Il existe aussi des livres, plusieurs, des documentaires sur tout ça, avec plus de fondements juridiques, n'est-ce pas? Ici, il faut faire attention, marcher sur des œufs, parce que c'est comme on dit, le poteau peut finir par pisser sur le chien tout d'un coup. Mais c'était un résumé général de l'affaire Epstein. J'espère que vous avez apprécié notre travail d'aujourd'hui. S'il y a une mise à jour très importante, nous mettrons aussi à jour l'épisode pour vous. D'accord? Merci pour votre compagnie. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire, même si ce n'est qu'un emoji. Un bisou du roux et à bientôt pour le prochain épisode.